Pierre-François Coeur, je suis maître de recherche au FNRS, je suis également maître de conférence, maître d'enseignement à l'ULB. Et à l'ULB, j'effectue mes recherches au département de chimie, dans le service de chimie quantique et photophysique, avec une équipe de 12 chercheurs et on travaille sur la spectroscopie de l'atmosphère. Ce qu'on fait, c'est vraiment les mesures de la composition atmosphérique, plus particulièrement des espèces réactives dans l'atmosphère, à partir de mesures qui sont récoltées par des instruments de spectroscopie optique embarqués sur des satellites d'observation de la Terre. Alors, notre domaine d'expertise, il est d'abord au niveau fondamental sur la spectroscopie moléculaire et pour l'analyse de ces données spatiales sur le transfert de radiation dans l'atmosphère. Après, il va s'attacher à toute une série de problématiques environnementales, comme par exemple la qualité de l'air, le suivi du trou d'ozone, le suivi d'événements extrêmes ou encore les changements climatiques. Notre projet s'inscrit plutôt dans la mesure de composés réactifs dans l'atmosphère. Donc ces composés, ils vont se retrouver en concentration relativement faible, souvent aussi dans des gammes d'altitude bien spécifiques de l'atmosphère, ce qui rend leur détection difficile. Et donc notre travail consiste à développer des outils plus sophistiqués, plus pointus pour aller rechercher les concentrations de ces composés-là dans l'atmosphère. Dans les gaz qu'on mesure et qu'on savait qu'on allait mesurer avec l'instrument qui nous occupe pour le moment, qui est l'instrument IASI, qui vole sur les plateformes européennes METOP, il y a le monoxyde de carbone. Celui-là, on l'observe relativement bien. Mais par contre, on a fait des découvertes de choses qu'on ne pensait pas qu'on pourrait mesurer et qui nous font faire des avancées significatives, beaucoup plus loin qu'on aurait cru, y compris dans les sciences de l'environnement. À titre d'exemple, on peut citer l'ammoniac, qui est un composé que personne ne pensait qu'on verrait depuis l'espace, simplement parce que justement il a une durée de vie très courte et donc à peine est-il émis qu'il va être détruit ou en tout cas transformé en une autre espèce chimique. Les méthodes physiques de base, c'est du calcul de transfert radiatif, c'est la modélisation de transfert radiatif qui sont des équations physiques relativement bien connues. Après, il faut mettre derrière toutes des méthodes statistiques pour aller rechercher l'information qu'on veut, essayer d'aller rechercher dans le cas qui nous occupe, et c'est peut-être une des spécificités qu'on a, c'est vraiment de mettre en place les outils qui permettent d'analyser le signal au plus loin, d'aller chercher des signatures faibles dans les spectres, parce que les concentrations des espèces qu'on recherche sont particulièrement faibles. Une des difficultés avec les instruments qu'on a maintenant, et ce sera encore pire à l'avenir, sont des instruments qui vont mesurer la composition de l'atmosphère de façon globale, pratiquement 2 fois par jour, avec une résolution spatiale qui est relativement petite, typiquement l'échelle de la ville. Ce qui fait qu'on a un flux d'informations spectrales qui nous arrive, qui est gigantesque. On a plus d'1 million d'observations à traiter tous les jours. Et donc pour ça, on a dû mettre en place effectivement un système informatique computationnel qui est lourd, et qui est une des spécificités du groupe. Il y a des jours où il va y avoir énormément d'activités parce qu'on a une grande éruption et dans ce cas-là, on a cette capacité d'aller suivre l'épannage volcanique, donc il faut l'identifier, déterminer les concentrations, les masses totales émises, voir quelle est la quantité non seulement en gaz mais en aérosol dans ces panaches, donc les cendres volcaniques. Et donc ça va peut-être faire beaucoup d'activités sur la journée. Après, il y a tout un processus plus long sur la mise en place d'outils, d'essayer d'aller rechercher une information qui est moins évidente dans les spectres pour de nouveau avancer un cran plus loin sur notre compréhension du système. D'un point de vue pratique, ça pourrait avoir, je pense, des implications de nouveau pour monsieur et madame tout le monde sur quel est le rôle de la perturbation anthropique. Par exemple, on relâche pas mal de ces composés réactifs via l'agriculture, l'industrie, etc. sur les changements globaux dont on entend souvent parler. Ce n'est pas ces composés-là nécessairement qui ont un impact sur le climat, mais ils vont se transformer en une autre espèce chimique qui, lui, peut avoir un impact climatique. Ils peuvent également se déposer au sol. Et là, on a toute une cascade de problèmes environnementaux qui peuvent se suivre et chacun avoir un impact sur le climat, par exemple. La plupart des outils qu'on a développés sur les dernières années, ils vont devenir opérationnels dans le sens où on va prendre ces outils-là, on va les mettre directement à EUMETSAT, qui est l'agence météorologique, qui vont faire directement le traitement des données en local chez eux et qui vont les distribuer à tous ceux qui le voudront, et notamment les agences environnementales. Les perspectives au niveau européen, elles sont très importantes. D'abord parce qu'on travaille sur des instruments qui vont opérer sur le long terme. Donc là, on a 7 années de données avec le premier instrument, mais il va fournir des données jusqu'en 2015. Et nous sommes déjà impliqués dans la préparation des missions futures qui opéreront au-delà de 2015-2020 et qui seront des instruments encore plus pointus pour lesquels on pense qu'on pourra avancer encore un cran plus loin sur la mesure d'espèces réactives en particulier.